Pourquoi devons-nous parler des mémoires prénatales? Eh bien, tout simplement, à partir de la conscience immense que nous avons de l'importance des fondations de l'être humain et des enjeux de son devenir. Car l'enracinement des prémices de la vie psychique et relationnelle se trouve donc dans la vie prénatale. La période de la conception, de la grossesse, est une période tout à fait cruciale et qui ne va pas simplement accomplir le développement des organes d'un petit être humain. Parce que c'est là que va se fonder déjà, sans racines, va se nouer le premier lien relationnel entre la mère et le bébé. Il s'agit véritablement d'un lien tout à fait significatif, prégnant. Et je dirais que cette donnée de la dimension relationnelle est véritablement une donnée qui est inscrite dans notre ADN. C'est une programmation biologique. Donc ce n'est pas du tout mental, évidemment. On pourrait vraiment dire que ce besoin relationnel est la nappe phréatique commune à notre humanité. Nous sommes vraiment fondés là-dessus. J'aime bien dire que le tout petit, dans le sein maternel, il est doté de capteurs d'amour. Des capteurs d'amour, et c'est Catherine Dolto qui parle du fait, elle dit que le tout petit, le fœtus, est un curieux de la relation. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il a une compétence extrêmement fine à tout ce qui a une teneur d'affection, mais donc bien entendu et effectivement aussi à tout ce qui va avoir une teneur de vide et de désattachement. Donc nous venons d'entendre que la femme porteuse, je préfère parler de femme porteuse que de mère porteuse, elle est vraiment programmée, elle aussi par contre justement à l'antipode, au fait de rester détachée du tout petit. On commence déjà à voir les enjeux évidemment à partir de là. La mémoire prénatale, vous voyez, ce n'est pas une théorie psychologique, ce n'est pas dépendant de la subjectivité du ou de la psychologue qui en parle. C'est véritablement basé, entre autres, sur les neurosciences. Nous voyons déjà l'existence de la petite amygdale, l'amygdale qui est une petite glande, la glande cérébelleuse, qui intervient bien avant l'émergence de la conscience. Elle se trouve dans le cerveau affectif. J'aime bien la représenter comme une petite carte mémoire. Que fait une petite carte mémoire? Eh bien, elle enregistre, mais elle peut aussi rejouer des informations. Donc cette carte mémoire émotionnelle va gérer principalement les circuits de la peur. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut bien absolument attester qu'il va y avoir des mémoires prénatales tout à fait durables et qui vont enregistrer les ambiances affectives, les ressentis émotionnels de la mère et principalement les derniers mois de la grossesse. Ces trois cerveaux, le reptilien, le limbique et le néocortex, on voit que dès le sein maternel, mais déjà les premières années d'enfance, le tout petit va principalement fonctionner à partir des deux premiers cerveaux, le reptilien et le limbique. Donc c'est une information importante, c'est que le néocortex n'est pas encore mature. Nous allons voir pourquoi c'est une information importante. En résumé, on peut dire que l'amygdale n'oublie pas. Une autre découverte tout à fait intéressante, on sait que la mère modifie l'enfant, mais en fait l'enfant modifie aussi la mère durant la grossesse. Il y a été découvert en 2010 à Rome lors d'un congrès d'obstétrique qu'on a découvert des cellules qu'on appelle les cellules staminales et on les a découvertes dans la moelle sanguine de la mère jusqu'à 30 ans après chaque fœtus qu'elle a attendu. Alors, si ce sont des cellules fœtales, eh bien oui, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a une mémoire fœtale et paternelle chez la mère, étant donné que le fœtus, il est à 50% du patrimoine génétique paternel et maternel. Donc, on peut vraiment se dire que toute mère pense encore l'enfant, tout enfant qu'elle a porté, jusqu'à autant d'années après. C'est assez joli d'ailleurs parce qu'on voit que cette unité interactive triangulaire maman, enfant, papa, eh bien, elle est inscrite dans le corps de la femme enceinte comme si déjà on pouvait y découvrir une cohésion familiale et sociale. Nous pouvons imaginer aisément que la femme porteuse peut se sentir libérée de remettre le produit du contrat, pardonnez-moi, mais donc l'enfant qu'elle va remettre aux parents commanditaires, qu'elle en est libérée. Mais en fait, cet enfant va probablement se rappeler à elle encore bien des années durant. Comment pouvons-nous déjà in utero attester du tissage du lien réciproque mère-enfant ?
De nouveau, s'agit-il de psychologisme à outrance ou bien y a-t-il des appuis objectifs tangibles, des facteurs d'un autre ordre qui sont scientifiquement observables? Nous voyons que tout au long de l'embryogénèse, il y a l'éveil des 5 sens. Nous voyons donc déjà que ce tissage mère-enfant ne va pas être mental, si je vous parle des 5 sens. À partir de cette réalité, nous voyons que le fœtus est véritablement greffé sur cette mère-là qui le porte et avec laquelle il cohabite depuis 9 mois. L'enfant attendu est autant habité par la mère que la mère habitée par l'enfant porté. Il y a en effet une infinité de messages, tant biologiques qu'émotionnels, qui sont transmis, qui sont échangés entre la mère et l'enfant, et c'est précisément cela qui va susciter la mémoire prénatale. Il s'agit donc véritablement d'une relation très forte, étroite, qui se tisse corporellement, sensitivement, émotionnellement. D'où l'importance de l'ambiance affective de fond, qui va laisser une empreinte, des empreintes dans la mémoire des sens. Il s'agit donc d'un véritable patrimoine culturel, sensoriel, émotionnel, durablement inscrit en lui. Nous tous encore ici, nous sommes portés, habités, influencés par ces mémoires-là. Alors, autre importance à accorder à cette mémoire fœtale, c'est que tout ce patrimoine de mémoire va faciliter le passage, la transition de la vie intra-utérine au monde extérieur. Cette mémoire-là, cette réminiscence-là, va soutenir l'enfant, va l'accompagner, va le rassurer. Il s'agit donc bien d'une préconnaissance, d'une pré-expérience sensorielle de sa mère qui fournit au bébé des repères de sécurité pour l'après-naissance et va véritablement fonder le processus d'attachement et enraciner ce premier lien fondamental sur lequel toute personne va s'appuyer ou reviendra toute sa vie, qu'elle en ait conscience ou non. Passons au moment de la naissance. La naissance qui est ce premier moment tout à fait essentiel qui doit avoir lieu, et qui est cette première séparation entre la mère et l'enfant. Ce n'est pas pour autant que l'attachement va s'arrêter. Cet enracinement qui démarre dans la vie prénatale, a besoin de se prolonger. Le petit enfant va rechercher naturellement sa maman, il a besoin de proximité, de protection, de sécurité. Voilà le contexte affectif qui est à privilégier pour continuer cet enracinement fondamental de l'attachement entre la mère et l'enfant, qui a besoin d'un lien stable, fiable, durable. C'est encore Catherine Dolto qui dit, si elle pouvait parler à la place du bébé, elle dit très joliment, si le bébé parlait, il dirait « Si c'est bien elle, cette maman-là, ma mère, eh bien je suis bien moi ». Donc on voit bien le sentiment d'identité, d'existence qui est donné par la présence de la mère. Que se passe-t-il si l'on sépare un bébé de sa mère de naissance, donc, qui va donc bouleverser cet intime maillage relationnel? Oui, c'est bien sûr préjudiciable pour le bébé. Alors attention, ici je vous parle évidemment à partir de tout ce thème de la GPA. Il peut y avoir des séparations de naissance à partir d'accidents de vie. Quand un enfant naît prématurément, c'est un accident de vie. Bien sûr, il va y avoir une blessure. Mais ici, je me situe véritablement sur le dommage que cela va causer parce qu'il y a ici une programmation qui est anticipée. La séparation de naissance, elle est anticipée, elle est programmée, elle n'est pas accidentelle. Donc, on brise l'unité relationnelle maman-bébé, qui va donc perdre sa sécurité de base, qui en fait construit l'estime de soi d'un enfant, la confiance de soi, de l'autre et en la vie. Bien sûr, il y aura des tas d'autres facteurs qui vont continuer de participer à cette construction. Le petit enfant se sent véritablement abandonné. Il peut aller vers un ressenti de chaos, un chaos sensoriel, émotionnel, parfois abyssal. Donc oui, sans la maman à la naissance, si le bébé devait crier, parler, eh bien oui, il dirait « je suis perdu, j'ai peur », il est dans un stress inimaginable. C'est donc en fait une rupture qui ne laisse pas l'enfant indemne d'un point de vue psychologique. C'est son être tout entier qui est touché.
Il s'agit bien d'une béance qui est révélatrice d'une perte existentielle, d'une perte essentielle, angoissante, douloureuse pour le tout petit, car il entre dans une sensation de perte de soi. En psychologie, nous appelons ça un démantèlement du moi. C'est en effet la mère à laquelle il est attaché de tous ses sens qui lui donne son propre sentiment d'existence. Il s'agit d'une mémoire qui est somatique et qui le relie à sa mère. Donc si le corps de la mère disparaît, eh bien le petit bébé se sent disparaître. Il va donc rester une trace qui va être imprimée dans la mémoire inconsciente. L'enfant grandit avec cette mémoire qui est un peu comme le reflet d'un iceberg, c'est-à-dire la partie que l'on ne voit pas.